Le Fast and the Furious ne lance pas juste une franchise en 2001. Il allume une obsession mondiale pour les courses de rue qui brûlent encore aujourd'hui. Mais derrière ces sprints au quart de mile illuminés au néon se cache une collection de secrets que la plupart des fans n'ont jamais entendus. Aujourd'hui, on révèle 21 faits bizarres sur ce film légendaire. Des castings ratés de justesse aux vrais street racers, en passant par des romances sur le plateau et un bonus final qui pourrait bien être le plus étrange de tous. Attachez vos ceintures, bienvenue au club Rebobine, où les classiques ne vieillissent pas, ils accélèrent juste. Numéro 1. Le film a failli s'appeler autrement. Avant de devenir The Fast and the Furious, ce projet a failli sortir sous un titre complètement différent. Le producteur Neil H. Moritz passe des mois à hésiter entre Racer X, Redline, Race Wars et Street Wars. Aucun ne sonne juste. Puis, en regardant un documentaire sur American International Pictures, Moritz tombe sur un film de série B criminel de 1955 intitulé The Fast and the Furious. Le nom clique instantanément, mais il y a un hic. Le légendaire producteur de B-Movies Roger Corman détient les droits. Universal doit négocier un deal en échangeant des stock footage contre l'autorisation d'utiliser le titre iconique. Sans cette poignée de main, on parlerait peut-être tous de la franchise Redline aujourd'hui. Numéro 2. Eminem a failli être Brian O'Connor. L'interprétation iconique de Paul Walker en Brian O'Connor a failli ne jamais exister. Eminem se voit proposer le rôle mais refuse pour se concentrer sur 8 Mile. Mark Wahlberg et Christian Bale sont aussi considérés. Le réalisateur Rob Cohen choisit finalement Walker après avoir travaillé ensemble sur The Skulls, estimant que Walker avait un charme naturel qui lui rappelait Steve McQueen dans Bullet. Walker signe immédiatement, son instinct était le bon. Le rôle devient son breakthrough et il reste le cœur de la saga jusqu'à son tragique décès en 2013. Numéro 3. Timothy Olyphant a refusé Dom Toretto. Avant que Vin Diesel devienne synonyme de Dominic Toretto, le studio voulait quelqu'un d'autre. Timothy Olyphant, tout frais de Gone in 60 Seconds, est leur premier choix. Universal dit aux producteurs qu'ils donneront le feu vert si Olyphant signe. Mais il lit le script et trouve que le film sera stupide, selon ses propres mots. Il passe. Le producteur Neil Moritz pousse pour Vin Diesel, qui a impressionné dans Pitch Black. Diesel a aussi des réserves, mais après avoir négocié plusieurs changements au script, il accepte. Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre grogner Family à table. Numéro 4. Les romances du cast étaient réelles. Voici la preuve que la chimie à l'écran était absolument authentique. Le réalisateur Rob Cohen confirme que plusieurs membres du cast sortaient avec leurs partenaires à l'écran pendant le tournage. Vin Diesel et Michelle Rodriguez entament une relation en jouant Don et Letty. Pendant ce temps, Paul Walker avait un crush sur Jordana Brewster qui jouait son intérêt amoureux Mia. L'énergie entre ces couples n'était pas du jeu, c'était une vraie connexion, et on la sent dans chaque scène qu'ils partagent. Numéro 5. Deux acteurs principaux ne savaient pas conduire. Pour un film centré entièrement sur la conduite haute performance, ce fait est presque incroyable. Michelle Rodriguez et Jordana Brewster n'avaient pas le permis quand le tournage commence. Rodriguez raconte qu'elle prend des leçons de conduite pendant la prod. Brewster était nerveuse à l'idée d'être virée pour raison d'assurance si quelqu'un la prenait. Tout le cast est envoyé à une école de course à Las Vegas pour piloter des Formule 1 en préparation. Cohen note que Paul Walker avait un talent naturel au volant et tombe amoureux des voitures pendant le tournage. Une passion qui définit le reste de sa vie. Numéro 6. La Supra n'était pas ce qu'elle semblait. La Toyota Supra orange iconique que Brian construit pour Dom est l'une des voitures les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma. Mais voici le secret. La plupart des Supra utilisés au tournage étaient des modèles atmosphériques, pas les versions turbo-compressées montrées dans le film. Les sons de turbo sont ajoutés en post-prod. Le conseiller technique Craig Lieberman, dont la Supra personnelle sert de Hero Car, confirme que les voitures cascades étaient des modèles NA moins chers déguisés pour ressembler aux vrais. Même la voiture qui affronte la Ferrari n'avait pas de différentiel à glissement limité, ce qui veut dire qu'elle faisait patiner une seule roue pendant cette scène légendaire. Numéro 7. Des vrais street racers remplissaient l'écran. Le réalisateur Rob Cohen ne voulait pas d'extras qui font semblant d'être des street racers, il voulait les vrais. Cohen visite personnellement des courses illégales à Los Angeles pour comprendre la culture, puis recrute plus de 200 vrais street racers avec leurs propres voitures modifiées pour apparaître dans le film. La scène massive de Race Wars est tournée à l'aéroport international de San Bernardino sur 5 jours avec plus de 1500 vrais passionnés de voitures qui amènent leur bolide. L'authenticité qu'on ressent en regardant ces scènes vient de vraies personnes qui vivent cette vie, pas d'acteurs déguisés. Numéro 8. Vin Diesel a cassé le nez d'un scadeur. La séquence Race Wars inclut un moment tendu où Dom se bat physiquement. Cette scène devient un peu trop réelle. Pendant le tournage, Vin Diesel accidentellement connecte un coup de coude arrière et casse le nez du scadeur.
Le Skader jouait un agent de sécurité et l'intensité de Diesel dans le moment cause un impact que personne n'attendait. C'est un rappel que quand Vin Diesel balance sur l'écran, il y a une vraie puissance derrière. Numéro 9. Le lien Point Break est profond. The Fast and the Furious emprunte énormément à Point Break et les cinémasistes ne s'en cachent pas. Ils pitchent le film comme Point Break avec des voitures au lieu de planches, ou West Side Story avec des moteurs au lieu de champs. Un policier undercover qui infiltre un crew criminel mené par un leader charismatique. Le policier qui tombe pour quelqu'un du cercle intérieur, la fin où le policier laisse le criminel partir libre, tout y est. Mais le easter egg le plus profond est Neptune's Net, le restaurant en bord de plage où Dom et Brian partagent un repas. C'est le même restaurant où travaille le personnage de Lori Petty dans Point Break. Rob Cohen savait exactement ce qu'il faisait. Les maisons ont été repeintes pour les voitures. Rob Cohen voulait que les voitures colorées ressortent à l'écran. Alors il fait une demande baudasse aux propriétaires des quartiers où il tourne. Il leur demande de repeindre leur maison en couleurs plus ternes. Les résidents acceptent. La maison iconique des Toretto à 722 East Kensington Road à Echo Park est peinte en blanc, précisément pour que les bolides vibrants de Dom ressortent contre elle. Cette maison existe toujours aujourd'hui et est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier, même si les voisins galèrent avec les touristes qui rejouent des scènes depuis. Numéro 11. Le mystère Danger to Manifold. Aucune scène dans l'histoire de Fast and the Furious n'a autant intrigué les passionnés de mécanique que l'avertissement Danger to Manifold sur l'ordi de Brian pendant la première course. Il l'ignore et le plancher côté passager explose en une gerbe d'étincelles. Les fans de voitures passent plus de 22 années à expliquer ce qui pourrait causer un plancher qui se détache à cause d'un problème d'admission. La réponse, c'est rien. Ça n'a aucun sens mécanique. Craig Lieberman confirme que c'était pure licence dramatique, mais ce moment bizarre devient l'une des scènes les plus mémorables et les plus mémables de toute la saga. Ja Rule a laissé filer des millions. Le rappeur Ja Rule apparaît dans le premier film comme Edwin, le racer arrogant qui perd contre Dom. Il touche 15 000 $ pour ce petit rôle. Quand le temps vient de la suite, le réalisateur John Singleton offre à Ja Rule 500 000 $ pour revenir dans un rôle bien plus grand. Ja Rule ne rappelle pas Singleton. Selon Singleton, Ja Rule se prenait trop au sérieux et pensait qu'être au-dessus du projet. Singleton appelle alors Ludacris, qui saute sous l'occasion. Ludacris apparaît dans 8 films suivants de la saga qui valent des milliards. Comme le dit Singleton, Ja Rule qui refuse Too Fast, Too Furious change la vie de Ludacris. Numéro 13. La scène du train était de la pure magie cinéma. La course finale, où Brian et Dom battent de justesse un train lancé à pleine vitesse, paraît mortellement dangereuse, mais la réalité c'est que les voitures et le train n'étaient jamais proches l'un de l'autre. La scène est filmée en 2 plans totalement séparés, puis composite en post-prod. Les acteurs n'étaient jamais en danger réel. Même le moment où la Charger de Dom traverse le semi-remorque et vole dans les airs est réalisé avec une longue rampe en acier soigneusement conçue par l'équipe Cascade. Numéro 14. Le Mic-Rig rendait tout possible. Faire jouer des acteurs comme s'ils roulaient à 130-160 km/h tout en pouvant jouer demandait de l'innovation. Le coordinateur Cascade, Rogers, développe ce que l'équipe appelle le Mic-Rig, un puissant camion avec un long châssis qui porte les coques des voitures custom. Un cascadeur conduit le camion à haute vitesse pendant que les acteurs sont assis au volant de la coque immobile, montés derrière et jouent leur scène. Ça permet de gros plans authentiques à vitesse réelle sans mettre la vie de personne en danger. Numéro 15. Mia était écrite pour d'autres actrices. Jordana Brewster devient l'encre émotionnelle de la saga en Mia Toretto, mais le rôle était à l'origine écrit pour Eliza Dushku. Quand Dushku refuse, la recherche s'élargit énormément. Sarah Michelle Gellar, Jessica Biel, Kirsten Dunst et même Natalie Portman passent toutes des essais avant que Brewster l'emporte. Sa chimie avec Walker rend son casting inévitable avec le recul, mais ça a failli partir dans une toute autre direction. Numéro 16. Le film a failli être classé R. Rob Cohen était vraiment inquiet pour la classification MPAA. Le film avait de la violence, des activités illégales et une scène de fête où 2 filles s'embrassent. Cohen s'attendait à un R qui aurait tué le box-office. Puis quelque chose d'étrange arrive. Le MPAA pense que les 2 filles qui s'embrassent sont en fait une fille et un garçon aux cheveux longs. Il donne un PG-13 sans grosse coupe. Quelques violences impliquant le personnage de Matt Schulze, Vince, sont raccourcies ainsi qu'une séquence où Johnny Tran verse de l'huile dans la bouche d'un mécano. Mais ce passage accidentel de la scène du baiser sauve potentiellement la franchise avant même qu'elle commence. Numéro 17. Le DVD bat des records. Quand The Fast and the Furious sort en DVD le 2 janvier 2002, il ne se vend pas juste bien, il explose les records. Le film vend plus de 2 millions de copies le premier jour seul, devenant la 2e meilleure vente DVD en une journée de l'histoire à l'époque, derrière seulement Pearl Harbor.
Il bat aussi le record de revenus en location vidéo la première semaine avec plus de 18 millions de dollars, dépassant Castaway. Le succès en vidéo domestique confirme que le public en veut plus et pave la voie pour la saga qu'on connaît aujourd'hui. Numéro 18. La connexion de Paul Walker à Steve McQueen. Rob Cohen ne caste Paul Walker juste pour son talent. Cohen était obsédé par la poursuite en voiture classique de 1968 Bullitt avec Steve McQueen. Il modèle les poursuites du troisième acte dans les collines de Los Angeles sur les séquences iconiques de San Francisco dans Bullitt. Quand Cohen rencontre Walker, il est frappé par la ressemblance physique du jeune acteur avec McQueen. Cette similarité, combinée au charisme naturel de Walker et à sa passion émergente pour les voitures, en fait le choix parfait pour porter le flambeau des classiques américains de voitures vers une nouvelle génération. Numéro 19. L'article qui a tout lancé. Toute la franchise peut être tracée jusqu'à un seul article de magazine. En 1998, le journaliste Ken Lee publie un papier intitulé Racer X dans Vibe Magazine qui documente la scène des courses de rue illégales à New York. Le réalisateur Rob Cohen le lit et devient obsédé. Il vole à Los Angeles pour voir de vraies courses de rue, puis convainc Universal d'acheter les droits de l'article de Lee. Le scénariste Gary Scott Thompson s'en sert comme base pour le script, avec David Ayer, qui arrive plus tard pour déplacer le cadre à LA et diversifier le cast. Un seul article de magazine déclenche une franchise qui vaut plus de 7 milliards. Numéro 20. Vin Diesel refuse d'abord la suite. Après le succès massif de The Fast and the Furious, Universal veut immédiatement une suite. Vin Diesel dit non. Il pense que les suites sont des attrape-caches inutiles et ne veut pas se répéter. Il part faire XXX à la place. Paul Walker revient seul pour Too Fast, Too Furious et la saga grandit sans sa plus grande star. Il faut d'un deal créatif des années plus tard pour ramener Diesel en échange d'un caméo à la fin de Tokyo Drift. Universal lui donne la pleine propriété du personnage de Riddick qu'il adore. Ces 32 secondes rallument son implication et Dom Toretto reste le centre de la saga depuis. Numéro 21. Bonus, les voitures détruites dont vous n'aviez pas idée. Voilà le fait qu'on gardait et il est complètement fou. Pendant la production de The Fast and the Furious, l'équipe détruit un total de 78 voitures. 78! Certaines sont crachées volontairement pour les cascades, d'autres sont endommagées pendant des prises qui partent mal. 3 voitures seules sont montrées détruites rien que dans la bande-annonce cinéma. La Dodge Charger que Dom conduit dans la finale demande plusieurs versions parce qu'elle casse pendant la chorégraphie compliquée du crash. La production brûle des véhicules à un rythme alarmant et doit en sourcer de nouveaux autour du tournage. Pour un film qui rend la culture auto glamour, la réalité en coulisses était du carnage mécanique pur. Chaque rec parfaitement cadré que vous voyez à l'écran a coûté la vie d'une vraie voiture. The Fast and the Furious arrive à l'été 2001 comme un film d'action à budget moyen sur les courses de rue. Personne ne prédisait qu'il deviendrait un phénomène culturel, qui lancerait des carrières, inspirerait toute une génération de passionnés d'auto et évoluerait en une franchise multimilliard qui passe du vol de lecteurs DVD au lancement de voitures dans l'espace. Mais au-delà des chiffres box-office et des suites, ce qui fait durer ce film, c'est quelque chose de plus simple. Il capture un moment. Il met en bouteille l'énergie de la culture underground auto et la sert à un public qui n'avait jamais vu ça avant. Il nous donne des personnages qui se sentent comme une famille, des acteurs qui deviennent des légendes et des répliques qu'on cite encore dans les rassemblements auto et les soirées ciné aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous faites partie de la famille, prouvez-le. Abonnez-vous, likez la vidéo et commentez ci-dessous quel moment de The Fast and the Furious vous donne encore des frissons. La première course, le reveal de la Supra, Brian qui tend les clés à Dom. Parce qu'au final, peu importe si vous gagnez d'1 mile ou d'1 mille, ce qui compte, c'est que vous reveniez toujours aux films qui vous ont fait tomber amoureux du cinéma au départ. On se voit au prochain. Restez fast, restez furieux, restez famille.